Bonsoir à tous et merci d'être présents à ce webinaire sur projet d'enfant qui sera animé par le docteur Cécilia Landman qui est donc gastroentérologue au CHU de Saint-Antoine. Euh, on attend pas mal de participants, de participantes, mais peut-être aussi de participants. Donc on va laisser un petit peu les participants arriver dans le webinaire. Peut-être quelques petits détails, on va dire. Vous les connaissez déjà, ces détails, mais qui sont quand même des détails importants. La première, c'est que si vous avez des questions, il faut répondre. En fait, il faut poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et si vous avez en fait envie de discuter entre vous, là, vous pouvez aller dans l'onglet chat et pouvoir discuter entre vous sur vos expériences si vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses, et puis de voter aussi pour les questions des autres, parce que on essaiera de répondre d'abord aux questions les plus favorablement votées. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Alors, ce sujet sur le projet d'enfant, la grossesse, c'est quand même un sujet intéressant parce que c'est un sujet qui concerne finalement beaucoup de patientes. Ce sont des personnes, des malades de Crohn et de rectocolite hémorragique sont, bah, en tout cas, au moins pour la moitié féminins, sont souvent donc des jeunes femmes qui ont des projets d'enfants. Et puis, bien sûr, ces projets d'enfants, on les fait évidemment avec un partenaire. Donc, c'est vrai que ça intéresse quand même une population fréquente, en fait, dans les malades de Mickey. Donc, docteur Cécilia Longman, vous avez prévu donc un diaporama Ouais. sur cette question. Il faut savoir, et c'est pour ça que je demanderai au public d'être attentif, il faut savoir que vous avez mis dans votre diaporama des petits quiz auxquels vous pourrez répondre. Donc, n'hésitez pas à répondre aux quiz je vous laisse la parole et on se retrouve tout de suite après pour les questions des participants. Bah, merci beaucoup et merci de m'avoir, invitée à vous présenter ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on a effectivement monté un atelier, d'éducation thérapeutique, sur Mickey et projet d'enfant. Et donc je suis très contente de partager ça, avec vous et on l'a monté avec l'AFA et avec, des gynécologues obstétriciens, qui travaillent à l'hôpital Trousseau et donc on a pu confronter, nos visions sur, la grossesse pendant la grossesse et les Mickey. Donc ça, c'est un peu le photolangage qu'on utilise. Moi, je vais commencer avec un petit quiz et ce photolangage, c'est aussi un peu, les questions qu'on se pose, au moment de la conception, et du projet de grossesse ou du projet d'enfant. Donc voilà, on commence, dans le vif du sujet avec un petit quiz et les questions que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que vous en pensez sur, fertilité avec une Mickey? Alors avec une Mickey, est-ce que j'ai une fertilité, diminuée? Je m'intéresse plutôt aux femmes atteintes de Mickey. J'ai plus de risques de faire une fausse couche et en cas d'infertilité et de Mickey, je peux envisager une PMA, c'est-à-dire une procréation, médicalement assistée. Donc je vous laisse répondre, pour avoir un peu, vos avis. Alors je vois qu'il y a des choses qui sont assez, partagées, mais c'est pas forcément, des questions faciles. On s'est beaucoup posé ce genre de questions aussi et vous verrez après les éléments de réponse. OK. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui a participé, donc je pense que là, je peux afficher, les résultats. Je sais pas si ça marche. Donc, je sais pas si vous les voyez, mais, bon, globalement, il y a 80 qui pensent, qu'avec, une Mickey, j'ai pas de fertilité diminuée. Sur le risque de fausse couche, c'est à peu près 50-50 et ça, c'est super. Il y a 100
des répondants qui pensent qu'en cas d'infertilité et de Mickey, je peux, envisager une PMA. Donc effectivement, il y a pas de fertilité diminuée, sauf j'en parlerai après dans des situations très particulières, mais avoir une Mickey ne diminue pas la fertilité et donc les chances de tomber enceinte. Il y a pas de risque de faire une fausse couche, sauf en cas de maladie active, lors de la période de la conception et si jamais il y a une infertilité, et bien, on peut envisager une PMA sans problème avec une Mickey. Alors donc je vous dis ça, mais en même temps, je vous montre là des résultats. Une étude, en fait, on s'est intéressé pendant une longue période, à toutes les femmes, en âge de procréer, qui avaient, une Mickey. Donc ils ont séparé maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. C'est une étude, en Angleterre et donc je vous ai dit que la fertilité n'était pas diminuée, mais en même temps, là, on voit que quand on compare à des patientes qui n'ont pas de Mickey et notamment dans la maladie de Crohn, bah, les femmes, surtout entre 30 et 40 ans, ont moins, d'enfants, que les femmes qui ne sont pas atteintes de Mickey. C'est pas vrai dans la rectocolite hémorragique, mais c'est vrai dans la maladie de Crohn. Alors pourquoi? C'est parce que dans ces études, on regarde le nombre d'enfants, par femme en âge de procréer et en fait, ils se sont rendus compte que l'infertilité, c'était surtout une infertilité volontaire. Faut dire que ça commence en 1990, donc c'est quand même sur une période très étendue. Mais que, c'est bien avant, alors il y a des facteurs, des causes, psychosociales du désir d'enfant et puis il y a le fait qu'on décide de ne pas avoir d'enfant, à cause de la Mickey ou à cause, parce qu'on se dit que c'est pas possible de tomber enceinte avec un traitement et puis, bah, il y a aussi quand même une petite part, liée à la Mickey et liée aux conséquences chirurgicales. Alors donc, ça a donné lieu à des recommandations européennes. C'est un groupe européen qui donne, les recommandations sur les Mickey et les recommandations, c'est que quand même les patientes atteintes de Mickey présentent un taux plus élevé d'infertilité volontaire, c'est-à-dire décident de ne pas avoir d'enfant, que les contrôles sains, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas atteintes, de Mickey et notamment les patientes atteintes de maladie de Crohn. Et pourquoi? Bah, c'est probablement parce qu'on n'informe pas assez bien les patients sur cette problématique et notamment les patientes et donc ils recommandent à ce des mesures, d'accompagnement et d'éducation thérapeutique sur ce sujet qui est important. Alors, il y a quand même quelques situations où, il y a une diminution, de la fertilité, réelle. Là, ils ont étudié, bah, dans les 9 mois qui suivaient une poussée, on voit que, surtout dans la maladie de Crohn, il y a une diminution, de la fertilité. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflammation, l'inflammation du tube digestif, elle peut, être au contact, bah, de l'appareil, génital, féminin parce qu'il y a des troubles de la sexualité en pleine poussée et notamment quand il y a des lésions au niveau de l'anus. Et ensuite, bah, quand on perd beaucoup de poids et qu'on est dénutri, parfois, les cycles s'arrêtent, on n'a plus ses règles et donc on ne peut pas, tomber enceinte. Et puis il y a une situation aussi très particulière, mais où on sait, aussi historiquement que ça diminue la fertilité, et c'est ce qui est, regardé dans cette étude, c'est un où on regroupait plusieurs études pour voir, s'il y avait un impact, des patientes, opérées pour une rectocolite hémorragique, donc une rectocolite hémorragique, pas contrôlée, qui nécessite d'être opérée et donc d'avoir une opération, une anastomose iléo-anale et historiquement, ça diminue la fertilité, chez les patientes qui sont opérées. Il n'y a pas de preuves sur les autres opérations chirurgicales. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a eu depuis, une étude, ça fait déjà il y a un moment, hein, il y a 10 ans, où, bah, on s'est rendu compte que parce que tout ça, c'est dû à des modifications au niveau du pelvis et on s'est rendu compte que quand on opérait les patientes par cœlioscopie et c'est ce qu'on fait, maintenant, quasi systématiquement et bien, il y a là, la fertilité et là, on peut le voir, en fait, c'est après cette opération, ceux qui avaient une cœlioscopie finalement, elle tombait enceinte,
dans les années, qui suivent sans problème. Et par contre, on voit qu'effectivement, ça diminue, la fertilité quand c'est pas fait par cœlioscopie. Donc c'est les 2 situations un peu particulières qui peuvent diminuer la fertilité. Alors ensuite, je vais vous parler de pendant la grossesse, les questions qu'on se pose. Donc ça, c'est souvent les images qui sont sélectionnées lors des ateliers quand on pense à la partie de la grossesse avec la Mickey. Et donc j'ai encore un petit sondage. Donc qu'est-ce que vous en pensez pendant la grossesse? Avec une Mickey, je dois arrêter mon traitement de fond avant une grossesse. Vrai ou faux? La grossesse avec une Mickey est considérée comme un risque et je dois être suivie dans une maternité de niveau 3. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, je ne sais pas si on peut lancer le sondage. Ah super. Donc j'attends de voir un peu ce que vous en pensez sur ces 2 questions. OK. Je vois que vous êtes bien informés déjà, mais super. Bah, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui a participé. Donc pendant est-ce que je dois arrêter mon traitement de fond avant une grossesse? Alors, c'est sûr que c'est, une question, importante. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de patientes qui pensent, qu'il faut avoir une grossesse sans traitement. Et je pense aussi et c'est que même si leur médecin, leur gastro-entérologue leur dit qu'il faut continuer le traitement, c'est toujours un peu difficile et c'est ça, qui ressort lors des ateliers. C'est toujours difficile de se dire que, bah, la grossesse normalement ça se fait, dans une situation naturelle et qu'on n'a pas envie de transmettre de médicaments au bébé et donc même si, elles sont informées qu'il faut continuer le traitement, c'est parfois difficile de le continuer. En tout cas, vous avez raison, c'est faux, il faut pas arrêter le traitement de fond pendant une grossesse et je vais vous expliquer après pourquoi. Et une grossesse, avec une Mickey n'est pas considérée comme une grossesse à haut risque et donc peut être suivie dans une maternité tout à fait, la maternité, près de chez vous sans qu'il y ait de contraintes particulières. Donc voilà et ça à vrai dire, c'est même nous quand on a commencé à travailler avec les obstétriciens, on avait tendance nous un peu à dire, aux femmes qu'on suivait d'être quand même, suivies dans une maternité, peut-être pas de type 3 mais de type 2 qui sont des maternités quand même où il y a un peu plus de surveillance et donc nous, ils nous ont beaucoup rassurés en disant que pour eux vraiment, quand une patiente qui avait une Mickey, c'était une grossesse qui normalement enfin qui se passait bien ou en tout cas comme une patiente qui n'avait pas de Mickey. Donc, est-ce que une question aussi qu'on peut se poser et que les patientes se posent souvent, c'est: «Comment va évoluer, ma maladie inflammatoire pendant la grossesse? Est-ce que je suis plus à risque de pousser?» Et ça, c'est une étude qui a été faite sur les données de l'assurance maladie, et qui montre un petit peu donc là, on voit c'est avant la grossesse, trimestre -1, -2, ça c'est pendant la grossesse, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et c'est après et puis on a la maladie de Crohn en bleu et la rectocolite hémorragique en rouge et en fait, c'est des marqueurs indirects, mais on a essayé de regarder si les patientes prenaient plus de corticoïdes ou si elles étaient plus hospitalisées en lien avec la maladie inflammatoire. C'est pour essayer de voir, pendant la grossesse comment se comporte la maladie de Crohn et l'activité de la maladie inflammatoire. Alors ce qu'on peut voir, c'est que il y a probablement quand même une différence entre la maladie de Crohn qui a tendance à se calmer un petit peu, pendant la grossesse, mais avec un risque de pousser après, la rectocolite hémorragique où surtout, heu, où il y a quand même un peu plus de risque de pousser. Sur les hospitalisations, c'est un peu moins clair, mais on voit quand même que, ce qui est sûr, c'est qu'après la grossesse, donc dans la période du postpartum dont je vous parlerai après, il y a un peu plus de risque de pousser. Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'impact de la grossesse sur les Mickey? Là aussi, on a des recommandations européennes. D'abord, c'est si la grossesse va bien,
au moment de la conception, enfin si la maladie inflammatoire va bien au moment de la conception, le risque de pousser, il est de 30 pendant la grossesse. Par contre, s'il y a une maladie active au moment de la conception, bah, le risque, il est élevé quand même de pousser, il est de plus de 60. Heu et donc, 1/3 de patients ont une maladie encore active pendant la grossesse, un tiers s'aggrave et un tiers s'améliore, c'est-à-dire sont en rémission. Et donc, ce qu'on sait, c'est que quand même la grossesse peut être l'occasion d'une rechute ou d'une aggravation de la maladie inflammatoire et surtout au cours de la RCH et surtout quand, la Mickey est active lors de la conception et c'est pour ça que c'est important, bah, que la maladie soit en rémission, si c'est possible, au moment, du début de la grossesse. Donc c'est pour ça qu'on pousse les patientes à nous dire, quand il y a un projet de grossesse et à nous prévenir quand elles sont enceintes et notamment de bien prévenir quand les si jamais il y a une poussée et que les choses s'aggravent. Parfois, on n'a pas envie, de qu'on change le traitement ou qu'on mette un traitement pendant la grossesse et donc parfois les patientes sont réticentes à nous appeler et nous dire que ça va pas bien. Et pourtant, c'est quand même très important. Pourquoi c'est important? Parce que quand la Mickey est active, bah, c'est le seul moment où il y a un peu plus de risque de fausse couche, mais surtout, d'un bébé un peu plus petit à la naissance et de prématurité et c'est pas du tout le cas quand la maladie est, quiescente et c'est pour ça que quand la maladie est bien contrôlée, les, gynécologues nous disent: «Bah, c'est le suivi d'une grossesse normale et vous n'avez pas à vous inquiéter». Donc, bah, comme je vous ai dit qu'il fallait contrôler la maladie, on va forcément parler de traitement pendant la grossesse et il y a des recommandations, très récentes, heu, du GETED, donc du groupe français, de médecins qui s'occupent des maladies inflammatoires et sur tous les traitements. Donc, je vais vous parler des traitements les plus anciens d'abord et puis ensuite des biothérapies. Donc ce qu'on sait, c'est que les 5 ASA, c'est-à-dire Pentasa, Fivasa et cetera, sont à faible risque d'utilisation au cours de la grossesse et donc il faut les continuer et à la même posologie. Que les patientes qui prennent, des thiopurines, c'est-à-dire de l'Immurel ou du Purinétol, peuvent poursuivre le traitement pendant toute la grossesse et sans aucun souci, on a beaucoup de recul là-dessus. On n'instaure pas trop ce genre de traitement pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'on a souvent besoin de contrôler la maladie vite pour justement, qu'il y ait pas de conséquences sur la grossesse et que c'est des traitements qui mettent du temps à agir. Et ensuite parce qu'au début du traitement, peut y avoir des effets, secondaires qui sont pas forcément prévisibles et que donc on veut les éviter, en période de grossesse. Les corticoïdes, on les utilise en cas de poussée et c'est un traitement qui agit rapidement. C'est tout à fait possible de les utiliser en cure courte et c'est plutôt à faible risque pour la grossesse et donc ils peuvent être utilisés dans les prises en charge des poussées. La seule petite le seul petit bémol pour l'utilisation des corticoïdes, c'est que ça augmente quand même certains risques, pas le risque de malformation du tout, il y a pas aucun de ces traitements n'est à risque de malformation. Heu, c'est juste que ça augmente certaines, complications de la grossesse comme le diabète gestationnel, donc le diabète qui apparaît pendant la grossesse, l'hypertension pendant la grossesse et cetera et peut-être il y a plus de prématurité et de petits poids de naissance, mais ça c'est probablement dû aussi au fait que la maladie est active. En tout cas, si on peut en même temps que les corticoïdes ou après les corticoïdes, mettre un traitement, qui permet de diminuer et d'arrêter les corticoïdes rapidement, et ben, il faut surtout pas hésiter à le faire et c'est pour ça, que donc voilà et ça c'est de cette étude d'ailleurs qu'est issue les données sur les corticoïdes. Ça, c'est une étude qui a eu lieu sur de nombreuses années. C'est une étude américaine. En fait, c'est entre 2007 et 2019, ils ont suivi les patientes enceintes, qui avaient une Mickey et ils ont regardé qu'est-ce qu'elles avaient comme traitement. Donc il y en avait qui avaient pas de traitement, d'autres, qui avaient, des voilà, de l'Immurel, des 5-ASA, d'autres qui avaient des biothérapies et certaines qui avaient ce qu'on appelle une combothérapie, c'est-à-dire une association entre l'Immurel et une biothérapie. Donc qu'est-ce qu'ils ont suivi ces patientes et donc on a des données très intéressantes, parce que c'est vraiment des données de vraie vie. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Il y a pas de risque de malformation, il y a pas d'augmentation du risque,
de fausses couches et d'accouchements prématurés, probablement parce que c'est des patientes chez qui on a continué le traitement, enfin, en tout cas, qu'on a bien suivi. Il y a pas, il y a pas de risque, d'infection parce que souvent on se pose la question comme les traitements, sont transmis aux bébés, est-ce que ça va diminuer leur immunité et est-ce qu'il y aura plus de risques d'infection les premières années de vie? Et donc il y a pas plus de risque d'infection, sauf chez les enfants qui sont nés, prématurément. Et donc c'est ça la conclusion. Le seul risque au le seul facteur qui augmente le risque de fausse couche, c'est l'activité de la maladie. Donc c'est une raison de plus de contrôler la maladie et le seul risque, enfin la seule chose qui augmente le risque d'infection chez les enfants, c'est le fait qu'ils soient nés, prématurément, donc avant, le terme de la grossesse. Et donc bah, tout ça nous pousse quand même à contrôler la Mickey pendant la grossesse le mieux possible. Alors je suis désolée, il y avait une animation et ça s'est pas mis, donc ça cache un petit peu, le mais bon. Ça, c'est une étude française, c'est aussi sur les données de l'assurance maladie et ce qui est montré là, c'est que, bah, les patientes chez qui on avait, heu, poursuivi avant ce qu'on faisait il y a encore que peu de temps, c'est qu'au troisième trimestre de la grossesse, on se disait: «Bah, c'est là où le médicament passe le plus, chez le bébé et donc on va arrêter, les anti-TNF notamment, au troisième trimestre parce que, bah, comme ça le bébé aura moins de médicaments dans le sang et c'est peut-être mieux». Alors on le faisait chez les patientes qui avaient une maladie contrôlée, on le faisait pas chez les patientes qui avaient eu une poussée pendant la grossesse. Là, on disait: «Bah, c'est plus raisonnable quand même, plus prudent de continuer tout le long de la grossesse. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même si ces patientes étaient, probablement avaient une maladie plus sévère et plus difficile à contrôler, bah, le fait de continuer, le traitement pendant toute la grossesse, bah, ça permettait d'avoir moins de risques d'accouchement prématuré et pas plus de risques d'infection, de le continuer pendant toute la grossesse. Et donc il y a pas de risque, pas de surrisque infectieux et un meilleur contrôle clinique de la maladie et c'est suite à cette étude et d'autres études qui étaient concordantes, ce qui nous fait dire que chez les patientes qui ont une MICI, même en rémission, bah, l'arrêt du traitement n'est pas recommandé au troisième trimestre parce qu'il peut augmenter le risque de rechute et conduire à des conséquences défavorables de la grossesse. Donc maintenant, on poursuit les traitements anti-TNF jusqu'à la fin de la grossesse et enfin, il n'y a pas d'arrêt en fait, même après l'accouchement. Alors, d'autres biothérapies qu'on utilise aussi et qui sont peut-être moins anciennes, enfin, oui, plus récentes, il y a eu 2 études, une sur le védolizumab et une sur l'ustekinumab, donc sur l'Entyvio et le Stelara et elles sont tout à fait rassurantes. Donc là, ça a été comparé à des patientes qui avaient des anti-TNF et on voit qu'il y a pas de différence de risque, heu, sur, bah, il y a pas d'anomalie congénitale, il y a pas plus de petits poids de naissance, plus de prématurité ou plus d'infections à 1 an. Donc pour le vedolizumab, c'est très rassurant et pour l'ustekinumab, alors c'est pareil, ça a caché, mais globalement, il est éliminé en 6 mois. Donc les enfants à la naissance, ils ont de l'ustekinumab dans le sang, mais néanmoins, il y a pas de risque de malformation et pas de risque, d'infection et donc tout ça, ça nous pousse à dire que, chez les patientes qui en ont besoin, on va continuer aussi ces traitements pendant toute la durée de la grossesse, sans problème. Donc, la priorité, c'est de contrôler l'activité de la maladie. Il y a quelques médicaments, je vous en ai pas parlé, des très anciens et des très nouveaux qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc ça, normalement, les patientes qui commencent ce traitement sont au courant qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes, sous traitement. Il y a le méthotrexate, la thalidomide qu'on utilise, quand même très peu, mais voilà. Et il y a d'autres traitements plus récents, notamment les JAK inhibiteurs, c'est-à-dire, ces 3 médicaments-là, tofacitinib, filgotinib, upadacitinib. Donc ça, c'est des traitements récents et on a, chez enfin, c'est des études chez l'animal, mais il y a peut-être un risque de malformation et donc on n'a pas du tout de données pour pouvoir l'utiliser pendant la grossesse. Par contre, on poursuit tous les autres traitements et on n'hésite pas à introduire un traitement même, et notamment des corticoïdes, de la cyclosporine s'il y a une poussée de rectocolite hémorragique et une biothérapie. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il y a une poussée pendant la grossesse, bah, on va la traiter, à peu près comme n'importe quel autre,
pousser et au contraire, on va traiter assez rapidement parce qu'on veut pas faire courir de risques sur la grossesse. Alors, un dernier petit sondage et là, c'est plutôt l'accouchement et après la grossesse. Donc je vous pose, des petites questions sur l'accouchement et le postpartum. Donc, quand on a une Mickey, il y a pas d'indication, relative à la Mickey qui a accouché par césarienne. Et 2e question parce que moi, on me pose souvent la question, quand il y a un désir d'enfant, de grossesse: «Est-ce que on va devoir dépister mon enfant pour une éventuelle Mickey?» Donc je vous laisse répondre. Je vois que c'est assez partagé, donc ça veut dire que c'est des bonnes questions. Alors, je pense que là, on a pas mal de réponses. Donc, alors, est-ce qu'il y a une indication à accoucher par césarienne? C'est un peu 50-50, mais quand même, la plupart pensent qu'il y a pas d'indication, systématique à accoucher par césarienne quand on a une Mickey. Et est-ce qu'il faut prévoir un dépistage de la Mickey chez mon enfant? Il y a quand même une petite majorité qui pense que c'est faux, il n'y a pas de dépistage à prévoir. Donc vous avez raison. Heu, alors, il y a pas d'indication à accoucher par césarienne, en tout cas de façon systématique et encore une fois, sauf dans quelques situations très particulières dont je vais vous parler. Il y a pas de dépistage de la Mickey, chez l'enfant. C'est pas une maladie, génétique, même s'il y a des facteurs de risque génétiques, mais je vous en parlerai et donc il y a pas de dépistage, systématique du tout, chez l'enfant. Quelle voie d'accouchement? Alors ça, c'est souvent qu'on a des courriers, de gynécologues obstétriciens peut-être qui connaissent pas très bien, et ou des femmes qui nous posent beaucoup la question et qui disent: «Mais c'est sûr, je vais accoucher par césarienne». Donc non, en cas de Mickey, il vaut mieux accoucher par voie basse comme dans n'importe quelle autre situation. Et les indications de césarienne, c'est vraiment les indications qu'on dit obstétricales, c'est-à-dire, si, la situation de la grossesse et de l'accouchement nécessite une césarienne, on fera une césarienne. Mais sinon, on peut accoucher par voie basse. Il y a 2 situations un peu particulières. Quand il y a des lésions au niveau de l'anus actives, c'est-à-dire des lésions soit très importantes, soit qui sont pas contrôlées au niveau de l'anus, on peut se poser la question et on en parle ensemble avec l'obstétricien d'un accouchement par césarienne et quand il y a cette opération dont je vous ai déjà parlé qui est l'anastomose iléo-anale, donc les patientes opérées pour une rectocolite hémorragique, on préfère pour, préserver, vraiment, pour éviter, le risque d'incontinence, liée à anale, liée à un traumatisme, au moment de l'accouchement, par précaution, c'est encore une situation où on préfère, proposer un accouchement par césarienne. Donc c'est quand même pas les situations les plus fréquentes. Ensuite j'avais un petit plus, qu'est-ce qui se passe après l'accouchement? Je vous ai dit que la maladie, elle devait être contrôlée pendant la grossesse et qu'il y avait quand même un risque de poussée. Il y a aussi un risque de poussée en postpartum et ça, c'était des études qui ont regardé, quelles étaient les patientes qui avaient, une poussée en postpartum, c'est-à-dire juste après l'accouchement et c'est vraiment pas une période, c'est une période, où on a besoin d'être un peu tranquille donc c'est pas super, quand les patientes nous appellent après l'accouchement et qu'elles sont en poussée, on est assez embêtés nous, parce que c'est pénible pour elles. Donc, quels sont les facteurs de risque? Si la maladie a été active au niveau de la fin de la grossesse, donc au 3e trimestre et ça peut être parce qu'on a interrompu le traitement. Ensuite, et l'arrêt du traitement en lui-même, soit parce qu'on a décidé de l'alléger, soit parce que le traitement a pas été fait, tellement dans le postpartum, parce qu'on a oublié de le reprendre ou parce qu'on est occupé à autre chose aussi, ça peut arriver. Et dans la reprise, du tabac parce que notamment dans la maladie de Crohn, enceinte, on arrête de fumer et quand on reprend le tabac, ça peut, c'est un facteur qui est plus de poussée en postpartum. Et donc c'est pour ça que
Bah, je vous ai dit qu'en général, on n'arrête pas le traitement, mais si jamais il a été arrêté parce que, la patiente le désirait ou parce que nous, on a jugé qu'il valait mieux l'arrêter, bah, il faut le reprendre dès que possible après l'accouchement et ne pas traîner, à ce moment-là, ne pas laisser le temps passer. Pour l'allaitement maternel, donc on peut allaiter, avec la plupart des traitements, tous les traitements qui sont utilisables pendant la grossesse, on peut allaiter avec et c'est sûr qu'on sait que l'allaitement, maternel a un effet positif sur le microbiote, donc c'est plutôt encouragé, mais j'ai envie de dire comme, dans la population, générale. Ensuite, ça, on l'entend beaucoup aussi et c'est vrai que c'était quelque chose avant. Mon enfant ne va pas pouvoir aller à la crèche parce qu'il ne pourra pas avoir les vaccins obligatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on attend 1 an, pour vacciner contre, certains types de vaccins qui s'appellent les vaccins vivants qui sont listés là, mais qui font pas partie du calendrier, vaccinal obligatoire et donc maintenant en France, le premier vaccin vivant, c'est le rougeole, oreillon, rubéole. Il est fait à 12 mois de vie et donc on peut suivre le calendrier vaccinal, normal et il y aura pas moins de réponses au vaccin, quand il y a eu, un traitement et notamment des anti-TNF, pendant la grossesse. Donc il y a pas de problème pour l'entrée en collectivité et pour le schéma vaccinal, normal. Et enfin, dernier point, mais qui je pense est extrêmement important parce que au delà de la grossesse, c'est le risque et c'est une question que nous posent souvent, les patientes et les patients d'ailleurs, c'est quel est le risque de transmission, de la Mickey à mon enfant? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est effectivement pas une maladie, génétique, hein, encore une fois, donc il y a pas de dépistage et finalement, les patients qui ont un parent atteint de Mickey, ils ont entre 3 à 5 d'avoir une Mickey dans leur vie et donc pas forcément dans l'enfance, hein, mais plutôt là, le plus souvent, à l'âge adulte, et que donc c'est un risque absolu qui est plutôt bas et qui est pas très élevé par rapport à la population générale et on voit dans les études que quand les 2 patients sont atteints de Mickey, ce risque est plus élevé. Voilà, donc en conclusion, mais je pense que j'ai pas abordé tous les points, mais j'ai essayé de passer quelques messages qui me semblent importants. Il y a pas de baisse de significative de la fertilité, en cas de Mickey. C'est important que la maladie soit en rémission lors de la conception. C'est pour ça qu'il faut, informer, votre gastro-entérologue du projet, de grossesse et pour s'assurer que les traitements sont compatibles et que la maladie est contrôlée. On poursuit la plupart des traitements pendant la grossesse et surtout on traite une éventuelle poussée, sans se retenir parce que la plupart des traitements sont compatibles et que, le risque, il est surtout à l'activité de la maladie. En cas d'arrêt de traitement, peu importe pourquoi on l'a arrêté, on le reprend rapidement en postpartum. Il n'y a pas de césarienne systématique. Les patientes peuvent allaiter, peuvent avoir un allaitement maternel et le risque de transmission de la maladie est faible. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention et je remercie, tous les intervenants avec qui on travaille sur ce sujet. Voilà, je suis bien sûr disponible pour les questions, Merci beaucoup, Dr Landman. Bah, c'est vraiment très intéressant parce que en plus, en quelques minutes, vous avez quand même fait un panorama de toutes les problématiques qu'on peut se poser en fait quand on a ce projet d'enfant. On a quelques questions qui sont des questions intéressantes. Moi, j'avais deux petites choses à vous demander avant qu'on passe aux questions des internautes. La première, c'est que est-ce que dans le cadre notamment de l'alimentation, on sait que les femmes, notamment, et les patients en général atteints de Mickey, voilà, ont un peu quelquefois des peurs alimentaires ou en tout cas évitent aussi les fibres, etc. Qu'est-ce qu'on peut conseiller en fait en termes d'alimentation quand on est enceinte et atteinte de Mickey? Et puis, est-ce qu'il y a des vitamines ou des choses particulières qu'on donne aux femmes enceintes atteintes de Mickey qu'on ne donnerait pas à quelqu'un qui n'est pas atteint de Mickey? alors ça, c'est une question qui revient beaucoup, pendant les ateliers. Je pense qu'il faut pas mal de déculpabiliser par rapport à l'alimentation. Alors d'abord les gynécologues obstétriciens, ils nous disent: «Tout le monde a peur, pendant la grossesse de pas nourrir bien son enfant et cetera».
Mais en fait, à part, encore une fois, certaines situations particulières où on a du mal à manger assez et cetera, ils disent: vous mangez ce que vous avez l'habitude de manger en respectant, bien sûr, il y a des choses à respecter par rapport au risque de transmission d'agents infectieux et donc on dit qu'il faut pas manger, bien sûr, ça c'est pour toutes les femmes enceintes, de fromage au lait cru et cetera. Donc ça, c'est plus pour le risque infectieux. Mais pour le risque nutritionnel, ils disent: «Si vous mangez comme vous avez l'habitude de manger normalement, vous allez transmettre, enfin votre enfant va avoir ce qu'il faut, voilà, c'est bien fait, le corps est bien fait, donc il va vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous mangez pas de fruits ou de légumes parce que vous avez pas l'habitude d'en manger que l'enfant ne va pas avoir ce qu'il faut. Donc je pense que pendant la grossesse, il faut, manger comme on a l'habitude et s'il y a des choses qu'on tolère pas, bah, c'est pas très grave si on mange pas. Après, de toute manière, les recommandations, même en dehors de la grossesse, c'est d'essayer de manger plutôt équilibré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être un peu constipé pendant la grossesse, même quand on a l'habitude d'avoir la diarrhée, eh ben, on se retrouve souvent constipé au deuxième ou au troisième trimestre, donc peut-être qu'il faut, réintroduire des fibres à ce moment-là. Mais ça, c'est plus pour le confort et pour tout ce qui est vitamines, bah, eux, ils disent qu'il y a pas d'intérêt aux vitamines de grossesse que beaucoup de gynécologues obstétriciens prescrivent. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a du magnésium dedans et ça peut accélérer un peu le transit. La seule vitamine qui est très importante pour la grossesse et qui doit être pris avant le début, de la grossesse, donc pendant la péri dès qu'il y a un désir de grossesse et que, par exemple, le moyen de contraception est arrêté, il faut prendre de l'acide folique et ça, c'est prescrit à toutes les femmes. La petite particularité, c'est que quand on a une maladie inflammatoire, on peut en manquer, à cause de la maladie inflammatoire et donc dans ces cas-là, nous, on a tendance à regarder sur la prise de sang et à donner une dose plus forte que celle qui est donnée, chez les femmes, dans la population générale. Donc il y a 2 doses d'acide folique, donc on peut donner soit la dose habituelle s'il y a pas de carence et sinon, une dose un peu plus forte. Voilà. Alors, j'avais aussi une autre question en fait importante, c'est on parle souvent effectivement des femmes enceintes et là on va parler effectivement des traitements puisqu'il y a quand même pas mal de questions sur la compatibilité avec les traitements. On parle assez peu finalement des papas qui sont atteints de Mickey et qui eux aussi On n'a prennent pas des beaucoup parlé traitements d'ailleurs. et qui bah voilà qui est-ce qu'il y a des précautions notamment en termes de traitement à prendre quand on est un papa atteint de Mickey et qu'on souhaite concevoir un enfant avec son partenaire ou sa Alors partenaire. il y a quelques traitements, qui ou chez qui enfin, il y a quelques traitements qui sont contre-indiqués et notamment, le méthotrexate, mais dès qu'il est arrêté, en fait, dès le lendemain, de l'arrêt du traitement, donc avant, on disait qu'il fallait attendre longtemps et maintenant il y a pas de délai, particulier, mais on l'arrête quand même quand il y a un désir de paternité, voilà et puis, certains traitements, récents, où on n'a pas assez de données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un site auquel nous, on se réfère beaucoup. Je vous en ai pas parlé, mais c'est extrêmement important et c'est un site justement qui est Je vais fait par noter. Ouais. ouais, qui Je le s'appelle note en fait dans le chat en ouais, fait. qui s'appelle Lecrat. C'est un site qui est fait pour les professionnels de santé, mais tout professionnel de santé. Moi, ce que je fais, c'est qu'en consultation, quand c'est pas un traitement qui est lié à la Mickey, par exemple, et qu'il y a une femme enceinte en face de moi, je le consulte même en direct. Et c'est un site qui ne nécessite pas d'accès professionnel, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller. Et moi, j'encourage beaucoup, et notamment tous les professionnels de santé, pharmaciens, médecins, à le connaître. Et c'est très bien fait. Et il y a plusieurs rubriques. Et il y a l'exposition maternelle, mais il y a aussi l'exposition paternelle. Donc, il y a aussi des informations sur le risque pour le père des traitements. Et il y a une rubrique, spécialement sur l'allaitement maternel aussi et donc c'est très bien fait. Après, il y a pas la réponse pour tous les traitements parce qu'on a beaucoup de traitements qui sont récents et donc chez lesquels on n'a pas assez de réponses. Nous, ça nous arrive de les contacter parce qu'il y a aussi un contact. Alors ça, ils répondent uniquement aux professionnels de santé, hein, mais n'importe quel médecin, spécialiste ou généraliste peut les contacter en disant, soit qu'une femme a été exposée pendant la grossesse à un traitement, soit qu'elle envisage une grossesse. Est-ce qu'on peut poursuivre ce traitement ou pas? Et eux, ils refont un peu toutes les données, publiées, tous les cas qui ont été, en fait, qui leur ont été signalés
et ils nous donnent, leur avis et donc ça, c'est très, très important. Voilà. Oui, je pense que c'est important parce que tous les professionnels de santé ne connaissent pas finalement en fait hein, la compatibilité avec une grossesse et ses médicaments et ils ont quand même tendance à dire que c'est non. Et même quelquefois les gynécologues, hein, je voulais vous parler avant qu'on passe vraiment à des cas particuliers des questions, de la coordination aussi qu'on a avec le gynécologue, parce que c'est pas toujours évident que le gastro-entérologue et le gynécologue se parlent. Donc il peut y avoir comme ça des tendances un peu plus prudentes ou avec un principe de précaution plus important pour des raisons qui sont que les gynécologues ne sont pas spécialistes des NICI. Et donc, comment ça se passe au niveau de la coordination? Qu'est-ce que vous conseillez en fait aux patients pour qu'ils puissent quand même dialoguer ou collaborer ensemble sur le cadre de la grossesse? Oui, alors, par exemple, même nous, hein, c'est facile quand les patientes sont suivies, à l'hôpital Trousseau avec qui on a l'habitude de collaborer et qui connaissent bien la si qui connaissent bien le sujet. Mais en même temps, on leur dit: «Vous pouvez accoucher dans une maternité, normale» et donc elles vont dans la maternité la plus proche de chez elles et c'est pas forcément, des gynécologues qu'on connaît et même elles sont suivies souvent par des aussi par des sages-femmes, ce qui est pas du tout problématique. Mais moi, ce qu'on essaye de dire, c'est essayer d'être suivi, soit par un enfin, par un médecin parce que peut-être qu'il aura plus de facilité, sauf si c'est une sage-femme qui connaît bien la pathologie, mais sinon par un médecin qui aura peut-être plus de facilité à nous contacter. Moi, Mm, j'essaye de mettre quand il y a un projet, de grossesse, de bien informer la patiente en amont et de marquer sur le compte rendu de consultation, déjà, ce que j'envisage pour une grossesse, c'est-à-dire poursuite du traitement pendant toute la durée de la grossesse et comme ça, je lui dis: «Bah, montrez-le bien aux professionnels qui vont vous prendre en charge» et je mets les contacts pour nous contacter en cas de besoin. C'est sûr que c'est pas toujours facile d'avoir un dialogue avec un autre médecin là-dessus. Après souvent, ils demandent soit ils font quand même il y a quand même beaucoup de gynécologues obstétriciens qui font confiance à la patiente et au compte rendu qu'elle a et s'ils veulent nous contacter, souvent ils écrivent une lettre, aussi pour le mode d'accouchement, ils veulent souvent qu'on confirme qu'il y a un accord pour accoucher par voie basse et cetera. Il y a autre chose d'accord. que je voulais évoquer avec les traitements, c'est au-delà, des médecins qui connaissent pas bien, les Mickey, il y a aussi le pictogramme, qui Mm, a été mis, sur les boîtes et notamment les boîtes d'azatioprine, donc d'Immurel. Ce pictogramme que j'avais mis là sur une des diapositives où, nous on dit, aux patientes, «Vous pouvez prendre ce traitement pendant la grossesse, il y a pas de problème» et c'est sûr que tous les jours, elles voient la boîte avec marqué: «Attention, interdit grossesse». Donc ça, c'est on essaye de le faire enlever, tout le monde, essaye, hein, je crois que vous aussi d'ailleurs, mais et les gynécologues obstétriciens du CRAT, sont, bataillent pour que ce soit enlevé parce qu'en fait, ça a été mis, les industriels, enfin ceux qui fabriquent les médicaments, les labos pharmaceutiques peuvent le mettre ou pas, en fonction par précaution et donc même pour le même traitement, on a en fonction du générique, on n'a pas forcément le même pictogramme. mm. Donc ça, Oui, c'est ouais, ça c'est vrai que c'est une information qui est toujours un petit peu angoissante en fait ouais, pour les patientes, alors qu'en fait c'est tout à fait compatible. Alors si on parle de traitement et compatibilité, donc on nous demande qu'en est-il du golimumab, est-ce qu'il est compatible et est-ce qu'on a des données sur les risques, mais en fait c'est un anti-TNF ouais. comme Tous un les anti-TNF, sont possibles pendant toute la grossesse. par contre, on a le cas d'une personne qui, elle, a un traitement inhibiteur, un anti-JAK, donc le Rinvoq. Donc la question, c'est, bah, est-ce que donc elle doit l'arrêter, elle devrait l'arrêter pendant la grossesse? Et alors, qu'en est-il en fait finalement sur un autre traitement, quoi, une alternative? Ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Vous faites comment dans la vraie vie? Alors dans la vraie vie, déjà on essaye si on peut voilà, de favoriser un autre traitement, mais souvent c'est des patientes qui ont eu d'autres traitements chez qui ça marche Bah pas oui, bien ou pas très bien. Donc ce que nous dit le CRAT, c'est, de pas l'arrêter en avance parce que, on risque d'avoir une poussée de la maladie et ça risque de mettre en jeu une éventuelle grossesse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'arrête, dès que la patiente sait qu'elle est enceinte, elle l'arrête et puis, on trouve d'autres alternatives pendant la grossesse. On sait que comme on sait qu'on peut utiliser quand même d'autres traitements et des corticoïdes, notamment s'il y a une poussée en début de grossesse. On sait que si c'est une maladie de Crohn, il y a quand même des chances, que la fin de la grossesse soit plus calme
et parfois, il y a des patientes qui ont pas besoin de traitement à la fin de la grossesse et on le reprend, juste après, après l'accouchement. Mais je pense qu'il faut pas, en fait, c'est assez problématique. On a eu ça aussi pendant un atelier. Moi, je suis assez gênée par un discours qui dit: «Vous ne pouvez pas avoir de vous ne pouvez pas tomber enceinte» ou «Il faut que la maladie soit en rémission depuis très longtemps» ou en fait, quand il y a un désir d'enfant, ça se discute pas vraiment et donc nous, l'important, c'est qu'on soit au courant et on va trouver dans la on va dire dans la on va trouver des solutions pendant la grossesse pour calmer la maladie s'il faut. Ce sera peut-être pas la grossesse la plus calme si la maladie est difficile à contrôler et qu'on a besoin d'un traitement qu'on peut pas continuer pendant la grossesse. Mais nous, on va trouver des solutions pour que ça se passe, pour que ça se passe bien, jusqu'au bout, quoi. Un autre cas, et je pense qu'il y a ce côté en fait de l'arrêt du traitement, par exemple d'une patiente qui prend du stéquimab depuis 6 semaines, enfin toutes les 6 semaines et qui est en rémission profonde depuis 2 ans. Est-ce qu'il serait envisageable finalement, dans des cas particuliers, bah, d'arrêter le traitement et pendant la grossesse, en tout cas de faire une fenêtre thérapeutique pendant la grossesse? Bah, c'est une possibilité au troisième trimestre, c'est-à-dire que, on se laisse la possibilité si les patientes le réclament de l'arrêter au 3e trimestre, notamment dans Mais la pas maladie dès, mais Crohn. pas, mais pas dès, mais pas dès le premier trimestre, pas dès Non, la parce que conception. justement, c'est comme, je vous ai montré, le risque, il est surtout là, il est surtout au de risque de pousser au premier trimestre de grossesse et bah, dès qu'il y a de l'inflammation, que ce soit qu'on ait une infection ou une poussée, il y a quand même un sur-risque, de fausse couche et donc pour que la grossesse se passe, bien, on essaye de minimiser ce risque-là et comme on a quand même des études qui montrent que le traitement n'est pas à risque, quand il y a une volonté d'arrêter le traitement, bah, on le fait à la fin de la grossesse, au début du troisième trimestre. Ok. Quand on est une personne qui a une stomie et qui donc a une maladie de Crohn, est-ce qu'on est considéré en fait bah, à risque? Comment ça se passe? Et puis surtout au niveau notamment de l'accouchement, est-ce que c'est un accouchement par voie basse ou par césarienne? Est-ce que on doit quand même envisager un traitement si la personne ne prend pas de traitement et qu'elle a une stomie? Alors Comment ça ce cas dépend un peu particulier? des situations, mais en règle générale, la stomie n'empêche pas du tout une grossesse. Heu, il y a même, en fait, même, souvent, quand la stomie a permis de bien contrôler la maladie, bah, au contraire, c'est un bon moment pour faire une grossesse. Et l'accouchement par voie basse, ça dépend parce que parfois, on a une stomie parce qu'il y a des lésions au niveau de l'anus qui sont en place et donc dans ces cas-là, il peut y avoir une indication de césarienne à cause des lésions de l'anus. Sinon, si c'est une stomie ou notamment une stomie définitive, il y a pas de contre-indication, à accoucher par voie basse. D'accord. Une autre question, parce que c'est vrai que moi j'en entends souvent parler, en fait, est-ce vrai que la grossesse protège de la poussée comme on peut l'entendre? Moi, Alors j'ai souvent entendu parler quand même de femmes qui étaient très très ouais. bien en fait quand elles étaient enceintes. Et c'est quoi ce phénomène? Alors j'ai les 2. J'ai Les deux les versions? Les 2 versions, j'ai la version qu'on dit pendant l'atelier, souvent avec la patiente experte qui fait l'atelier avec nous, qui dit qu'elle, c'est les meilleurs moments en fait, c'était les grossesses parce que, bah, déjà ça peut être un super, moment et puis parce que la maladie était très calme et effectivement dans la maladie de Crohn, en règle générale, la maladie a tendance à se calmer et on a fait, lors de journées d'éducation thérapeutique, on a présenté notre atelier et il y avait une autre patiente experte qui nous a dit: «On m'a toujours dit que» et qui elle a une rectocolite hémorragique, «On m'a toujours dit que la grossesse c'était le meilleur moment et moi c'est là où j'ai eu les pires poussées et on m'a dit: "Ça va être très calme" et ça a été, enfin j'ai eu des poussées sévères pendant la grossesse». Donc ça Ouais, dépend de la maladie, ça dépend je pense qu'il y a quand même une différence entre Crohn et rectocolite hémorragique et puis il y a, mais on voit des patientes effectivement chez qui on a du mal à contrôler une maladie de Crohn bien et chez qui la maladie se calme pendant la grossesse. Mais comme je vous ai montré, ça protège pas des poussées, notamment si la maladie est pas bien contrôlée avant et surtout dans la rectocolite hémorragique. alors on a vu que il y avait cette histoire des vaccins, notamment parce que le bébé a reçu quand même un peu du médicament. Donc il a
quand on allaite, par exemple, là aussi, le bébé reçoit du médicament. Alors, parce qu'il y a des degrés, j'imagine, de possibilité d'allaitement. Comment ça se passe en pratique? Parce que moi, si je suis sous anti-TNF, mon bébé que j'allaite est immunodéprimé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc le bébé pour les anti-TNF, bah, ça passe, la barrière placentaire et donc il en a dans le sang, surtout quand on en a reçu, enfin peu importe pendant la grossesse et notamment au 3e trimestre. Comme je vous ai dit, il est pas immunodéprimé puisque toutes les Oui, études, elles montrent qu'il y a pas de plus de risque d'infection. Pour l'allaitement, pour les anti-TNF, c'est quand même un traitement qu'on fait toujours par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Donc oui, il y en a dans le lait maternel, mais en fait, on l'absorbe pas. C'est-à-dire que si on donne un d'accord, anti-TNF par voie orale, on l'absorbe pas. Donc le bébé, il a pas d'anti-TNF à cause de l'allaitement et on peut allaiter sans problème. Et l'allaitement, en plus, ça permet de transmettre, les anticorps de la mère par rapport à certaines infections et donc l'allaitement, ça protège des infections même dans la population générale et donc c'est mieux d'allaiter avec un anti-TNF que voilà, que de se retenir d'accord. d'allaiter en pensant qu'on voilà. Pour l'immurène, l'éthiopurine, c'est un peu différent. On a vu que ça passait quand même, puisque Mm, ça se prend par voie orale, ça passe dans le lait maternel et donc mais ça ne donne aucune conséquence encore une fois, et pour le coup, c'est un traitement chez qui avec lequel on a beaucoup de recul parce qu'avant d'être enfin, en plus d'être utilisé dans les maladies inflammatoires, ça a été utilisé beaucoup dans les patients greffés, notamment greffés rénaux et il y a aussi des femmes jeunes et donc on a beaucoup de recul par rapport à la grossesse et l'allaitement avec l'Immurène notamment. D'autres questions quand même, je termine avec ces questions Oui. parce que ça, elles sont quand même très intéressantes. Je vous les pose pour que rapidement vous puissiez répondre. Est-ce que les traitements que l'on prend donc lors d'une PMA ont un impact sur éventuellement la maladie et éventuellement le déclenchement d'une poussée? Alors ça peut donner, ça n'a pas d'impact, c'est pas et c'est pour ça qu'on peut tout à fait faire une PMA avec une Mickey. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est, hormonal, ça peut par contre perturber un peu le transit, donner un peu des douleurs. Donc ça provoque pas de poussée de la Mickey, mais ça peut donner certains symptômes qui peuvent faire penser qu'il y a un début de poussée, voilà. Donc voilà, faut juste être au courant en fait que ça peut donner des symptômes digestifs. D'accord, ok. Vous parliez d'ateliers d'éducation thérapeutique ou d'ateliers, et c'est vrai que certains disaient lorsqu'on vit en province ou ailleurs, forcément, on n'a pas accès à ces ateliers. En fait, des ateliers d'éducation thérapeutique sur la grossesse, il doit y en avoir un petit peu dans les hôpitaux. Mmh. Il y a, alors bien sûr, mais on a nous aussi des ateliers en fait en ligne. Donc il y a aussi des ateliers sur la grossesse ou en tout cas sur nos ateliers d'accompagnement. Et c'est vrai que c'est important et c'est aussi pour ça qu'on souhaite avoir aussi ce genre d'informations, notamment ce webinaire, pour vraiment essayer d'informer sur la grossesse dans la vraie vie et d'essayer de pouvoir avoir des informations qui soient précises sur ce projet d'enfant. Euh, bon, alors, je ne vois pas d'autres questions. Il y a des questions qui sont très précises, notamment sur qu'est-ce qu'il y a un délai entre la rémission de la maladie et la conception, par exemple. Bah, ça aussi, moi, ça m'a un peu choquée parce qu'effectivement, pareil, pendant un atelier, il y a une patiente qui nous a dit que on lui avait dit qu'il fallait 1 an de rémission avant de concevoir. Et donc, à chaque fois, elle faisait une poussée pendant l'été. Et donc, à chaque fois, elle repartait sur 1 an. Il n'y a pas de délai. C'est du bon sens, en fait. C'est bah, être sûr que la maladie soit contrôlée. Ça veut dire plus avoir de symptômes. Bien sûr, si vous avez plus de symptômes et que vous êtes encore sous corticoïdes, on ne peut pas dire que le traitement, on est sûr qu'il marche. Donc, que la maladie soit un peu stabilisée. Et encore une fois, ça dépend des situations. Nous, on s'adapte à la situation. Si la maladie, elle est très difficile à contrôler, bah, on va essayer d'attendre une période d'accalmie, mais on va pas contre-indiquer une grossesse parce qu'on n'a pas une rémission profonde avec une coloscopie normale, etc. Il faut... Donc, on s'adapte à la situation. C'est sûr que c'est pas super de tomber enceinte pendant une poussée ou juste après, quoi. Ou le Mm. pendant. C'est ça qu'il faut Et puis, retenir. dernière question, parce que je pense qu'elle est quand même importante, celle-là, c'est la question du suivi, puisque est-ce que la fréquence du suivi de l'amitié doit être plus importante lors d'une grossesse? Puisque, bon, en général, on peut voir son gastroentérologue tous les 6 mois, par exemple.
Là, est-ce qu'on doit rapprocher le suivi avec son gastro-entérologue? Alors nous, en fait, c'est une organisation un peu locale. Nous, on le fait pas parce que, parce que la plupart des grossesses se passent bien, que le il y a le suivi obstétrical qui est régulier, qui est pas plus régulier que pour que dans la population générale, mais qui est quand même assez régulier. Donc s'il y a un problème, heu, voilà. Il faut qu'on puisse voir les patientes rapidement quand elles sont en poussée. Heu Donc c'est une organisation. oui, soit on rapproche les consultations, soit en tout cas, il faut bien informer les patientes que s'il y a des signes de poussée, elles n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on puisse réagir. Je pense qu'il y a peut-être certains gastro-entérologues et notamment, enfin, ça dépend de est-ce que c'est facile de contacter son gastro-entérologue, quel circuit on met en place. Soit on fait une surveillance un peu plus régulière pour vérifier que la maladie est bien contrôlée. Soit on essaye d'être réactif et on prévient bien les patientes qu'il faut nous contacter dès que ça se dégrade. Nous, en général, on les voit une fois pendant la grossesse et une fois en postpartum parce que c'est aussi une période à risque. Donc on essaye de Mmh. les voir quand même, 1 ou 2 mois après l'accouchement pour être sûr que tout va bien. Mmh. Mmh. OK. Oui, je pense qu'en fait, le message aussi, c'est quand même de voir son gastro-entérologue assez rapidement après la grossesse. Ouais, ça c'est sûr. OK, bah, écoutez, bon, il y a eu quelques petites questions encore en suspens, mais je pense qu'on a quand même répondu à l'essentiel des questions et puis je vois qu'il est déjà 19h27. Je vous remercie énormément, Bah, docteur merci à Landman vous. pour, toutes ces informations parce qu'elles sont vraiment très utiles et puis, et bien, vous êtes, le dernier webinaire de l'année scolaire. Il y en a d'autres qui, reviennent à partir de septembre. Donc on se retrouve en septembre et une excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Merci.